Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver donc pour cette première édition du Growth Marketing Connect. Donc, pour emboîter le pas sur ce que vient de nous partager Alain, on a décidé de commencer la journée avec une thématique qui va nous aider quand même à rentrer dans la notion du growth. Donc, c'est pour ça qu'elle est intitulée Faut-il avoir peur du grand méchant growth? Ou si je devais le formuler un peu différemment, de quoi le growth est-il de nom? C'est-à-dire qu'est-ce qui se cache derrière cette notion? Parce que c'est vrai que quand on prend l'expression toute seule, le growth, c'est souvent évoqué, parfois un peu mystifié, pas toujours maîtrisé et en plus, c'est vrai que c'est une notion qu'on a vu fleurir, beaucoup, et notamment dans la grammaire du parfait start-upper, alors qu'on verra que, en fait, on peut l'appliquer, évidemment dans tous les types d'entreprises. Je rappelle simplement un petit point, c'est que le growth, c'est, une variation, qu'on a vu apparaître dans le sillon de la création de la notion de growth hacking par Sean Ellis en 2011 et c'est depuis devenu tout à la fois un état d'esprit, une nécessité, un ensemble de techniques, mais aussi du coup un peu un mot valise. Donc pour revenir sur cette notion, ses implications et son intérêt, notamment pour celles et ceux qui sont en charge, de tout ce qui touche à la croissance des entreprises, on aura le plaisir ce matin d'échanger avec 3 pointures du sujet. Déjà voilà, les voilà apparaître à l'écran, c'est magnifique. Donc, salut déjà les amis, je vous présente à tour de rôle. Donc en haut à droite de l'écran, on a Camille Coco. Salut Camille, qui est Growth Salut. Freelance et cofondatrice des Meufs du Growth. Camille, ce qu'on peut dire de toi en un mot, c'est que tu te distingues aussi par des convictions fortes, notamment le fait que, tu considères que le growth, ça peut être mis au service, de causes, de l'impact. Donc ça, déjà, ça nous donne une facette supplémentaire pour voir à quel point les techniques, finalement, on peut leur donner le sens, qu'on veut. On a également le plaisir d'être avec, Benoît Dubo. Salut Benoît. Vous l'avez forcément vu apparaître, Hello. sur votre Ton fil LinkedIn. mon micro était coupé, Heu pardon. Il n'y a pas de problème. Bienvenue Benoît. Donc oui, je vous disais, Benoît, vous l'avez forcément vu apparaître sur votre fil LinkedIn. C'est pas compliqué, c'est le ténor du reach et des techniques de croissance non conventionnelles. Et Benoît, tu es fondateur de Scalesia et tu es également un expert, un observateur attentif de l'écosystème. Donc on est très heureux également de t'avoir avec nous ce matin. Et enfin, Clément Bourdon. Salut Clément, Bonjour à tous. cofondateur de WeBloom. Tu amènes une expertise un peu particulière puisque toi, tu es considéré comme l'un des boss de l'univers Google, du trafic, de son analyse jusqu'au paid. Et en plus d'être cofondateur de WeBloom, tu interviens auprès de nombreuses startups puisque tu es également intervenant au sein de l'incubateur HEC et de l'accélérateur Wilco. Donc merci à vous trois d'être avec nous ce matin. Et donc on commence directement dans le dur du sujet. Camille, on commence avec toi. Finalement, mais c'est quoi le growth? Ah, grande question. Le gros, c'est un. Donc tu l'as expliqué, ça a été adapté en fait d'une notion inventée par Sean Ellis aux États-Unis il y a quelques années. Et c'est arrivé en France il y a 2, 3 ans, plutôt plus proche de 3 maintenant que de 2. Un peu avant 2020 en fait, plutôt en 2019. Et en France, ça a été interprété un peu plus largement, on va dire. Et il y a plusieurs acteurs, dont je fais partie, dont tout le monde fait partie, qui ont chacun un petit peu des définitions un peu complémentaires. Il y a eu une première vague où chacun avait des définitions un petit peu différentes et je pense qu'on arrive là à un moment où globalement on commence à avoir un peu une convergence de ce qu'est le gros, on commence à tous être à peu près d'accord de ce que c'est. J'essaie de vous en donner une définition du coup. Le gros, c'est un mindset, une façon de penser avant tout, je pense. C'est-à-dire que c'est envisionner la croissance d'une entreprise comme quelque chose d'itératif, c'est-à-dire on teste, on expérimente. C'est une démarche assez scientifique en fait. Moi personnellement, j'ai fait de la science avant de faire du marketing, de la com, du gros, etc. Donc je retrouve beaucoup d'éléments qui sont très scientifiques. On se base sur de la donnée, c'est donc ce qu'on appelle data driven, et on utilise tout un tas de méthodes
qui, en fait, pioche dans différents types de métiers qui étaient préexistants au Growth, hein, ça ne réinvente rien là-dessus, notamment le marketing, le développement produit, le support client et toutes les techniques commerciales. Un petit peu largement ce que je peux en dire, mais je suis sûre que mes collègues pourront rajouter des précisions. Justement, merci Camille. C'est vrai que Benoît, quand on entend, cette définition, envisionner la croissance, on peut se dire que ça ressemble quand même à, du marketing. Comment est-ce qu'on peut rentrer encore plus dans le détail de ce qui est vraiment, propre à ces techniques de growth? Alors, en fait, moi j'ai une définition qui s'axe autour de, tu sais, ce qu'on appelle le product market fit. Donc, comment ton produit rencontre le bon produit rencontre le bon marché avec le bon message. Sachant que pour moi, le product market fit, dans 99,99% des cas, c'est quelque chose d'incrémental. Donc, c'est quelque chose qui se construit et pas quelque chose qui se trouve. Donc, on trouve pas son product market fit dans la plupart des cas et d'un coup, tout explose, les murs tremblent, etc. C'est quelque chose d'itératif qu'on construit en recueillant du feedback sur son produit, en essayant de le vendre, etc., en essayant de comprendre pourquoi ça se vend, pourquoi ça se vend pas, pourquoi les clients sont contents, pas contents. Et pour moi, il y a vraiment deux grands cycles de vie dans le rôle d'un growth, le rôle du growth dans une boîte, parce que le growth peut être fait par n'importe qui, enfin différentes personnes dans la boîte, notamment par les fondateurs au début. C'est un growth pré-product market fit, c'est-à-dire que là, le rôle du growth, c'est avec une méthodologie itérative, expérimentale et holistique qui va combiner le marketing, qui va combiner le produit, ce dont tu as très bien parlé, Camille, va itérer sur le produit, la proposition de valeur, sur toutes les composantes qui font le product market fit. Et une fois que le product market fit est soit trouvé, entre guillemets, soit ce qu'on appelle suffisant, c'est-à-dire qui permet de maintenir des unit economics stables, et ben là, on va rentrer dans un mode de scale, où là, l'objectif, le rôle du growth, ça va être de modéliser la croissance, donc de comprendre tout le parcours client, donc ce qu'on appelle le framework R, donc l'acquisition, l'activation, à quel moment le client vient, ce qui fait que le client devient client, ce qui fait que le client comprend la valeur qu'on lui apporte et qui se dit que c'est la meilleure décision de son année, ce qui fait qu'il reste, donc la rétention, ce qui fait qu'il en parle autour de lui, donc le referral, et ce qui fait que la collaboration va être la plus fructueuse possible pour tout le monde, c'est-à-dire la partie revenu. Et une fois qu'il a modélisé tout ça, et ben, l'objectif, ça va être d'un côté d'accélérer chacun de ces points en travaillant encore une fois sur le produit et sur le marketing, et en même temps de maintenir à flot le product market fit, parce que le product market fit, c'est pas quelque chose de statique dans le temps, c'est quelque chose d'évolutif, et donc on peut très bien perdre son product market fit. Et pour moi, c'est vraiment comme ça que j'ai tendance à définir le rôle du growth. Et le dernier point, c'est à partir de ce seuil-là, la boîte rentre en ce qu'on appelle nous chez Kezia en phase momentum, où en fait elle va venir en quelque part tampon entre les différents pôles de la boîte, c'est-à-dire le marketing, le produit, la partie revenu, donc sales, etc., et va venir, en plus de cette partie-là, modélisation, optimisation de la croissance, faciliter le travail des autres parties et faire un petit peu l'intérim de toute la partie ops qui en général vient après. Donc là, tu nous partages aussi des notions hyper importantes parce que donc là, on entend les mots-clés art. Donc art, simplement pour petit rappel, c'est un modèle qui permet d'avoir une vision d'ensemble du point de contact où la personne à qui vous cherchez à parler ne vous connaît ni d'Ève ni d'Adam jusqu'au stade ultime où vous l'avez transformé en ambassadeur. Et Product Market Fit, genre, je réinsiste un peu là-dessus, mais ultra clé, puisqu'il me semble que c'est aussi Sean Ellis qui a théorisé ça. Et d'ailleurs, de manière empirique, ils ont déterminé que c'est le moment où on a 40% de ces utilisateurs qui se sentiraient très désappointés, very disappointed, si jamais le produit n'existait pas. Donc c'est un peu le moment où vous avez un groupe de rock dans votre garage, et vous êtes débordé par votre succès, vous devez prendre un agent pour vous booker tellement de salles de concert vous veulent. Donc des notions archi importantes. Et ce qu'on retient aussi, et ça va me faire la transition avec Clément, c'est l'obsession de la mesure, puisque ce que Benoît nous dit en creux, c'est que ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré. Et d'ailleurs, Clément, je crois que toi, tu es particulièrement attentif à cette notion de mesure, non, dans le growth. Alors oui, effectivement, et ce qui me rassure, c'est qu'on a la même approche pour le moment. Pour moi, le growth, c'est une combinaison de 2 facteurs très opérationnels. La 1er facteur, c'est avoir une approche que je vais appeler personnalisée de la croissance, qui va venir prendre en compte, à un niveau très profond, son marché. Donc pour moi, dans le growth, il y a beaucoup de mesures par rapport aux autres, de mise en situation en tant que client de sa propre entreprise,
face au marché concurrentiel, face à ce que proposent les concurrents. Ça demande donc de comprendre en profondeur les besoins de ses clients pour essayer de trouver quels vont être les leviers marketing à activer. Et je rejoins entièrement Benoît là-dessus. Dans les leviers marketing, j'y mets l'acquisition, mais la rétention, les deux. Quels sont donc les leviers marketing à activer pour faire de la croissance plutôt sur du court moyen terme? C'est donc totalement agnostique parce qu'on ne sait pas sur quoi on va partir, ce qui va fonctionner avant de se lancer. Et ça m'amène au deuxième facteur, une fois qu'on a compris son marché, les besoins de ses clients de manière très profonde. Deuxième facteur, c'est la capacité à réaliser des tests, à itérer de manière rapide et cadrée. Une capacité qui n'existe pas dans toutes les entreprises encore, parce qu'il faut la construire, il faut la comprendre, il faut faire peur d'aller aussi vite. Ça sous-entend avoir assez de data en interne et une méthodologie d'analyse de cette data pour mettre en place des actions, les mesurer, prendre enseignement et recommencer. Le tout dans une temporalité qui va être la semaine ou le mois. Et c'est la combinaison de ces deux facteurs qui font pour moi le gros hacking. Ça demande pas mal de compétences. Il n'y a pas de gros hacker parfait qui sait tout faire, qui sait à la fois rédiger du contenu, traquer des visites sur un site, comprendre la personnalité, rédiger, faire du copywriting, donc aller plus loin que la rédaction. Et c'est souvent un ensemble de personnes. On reviendra peut-être plus tard aussi sur la différence avec le responsable marketing et comme Bedo l'a dit, comment le gros hacker ou les gros hackers peuvent s'interphaser avec les autres leviers d'une entreprise et les autres acteurs d'une entreprise. Parfait. OK, donc là, tu nous rajoutes une brique parce qu'en fait, on comprend que le growth hacking et le growth, toute cette catégorie, toute cette discipline, ça vient du monde des startups. Donc du coup, ils avancent, vers l'inconnu puisqu'ils lancent des nouvelles propositions de valeur et que donc le growth, c'est un peu la lampe de poche dans la caverne qui permet de récupérer de la data et de voir à quel point on s'approche du product market fit. Maintenant, Camille, là, on va avoir besoin de rentrer un peu plus dans le concret parce que tout ce qu'on vient de se dire, c'est hyper, conceptuel, mais au quotidien, faire du growth, c'est comment ça se traduit, quoi? On fait quoi concrètement? Tout dépend de beaucoup de choses et pour le coup, avec mes 2 collègues, on a des approches, assez complémentaires. On travaille pas avec le même type, de clients. Moi, je suis consultante et je travaille plutôt avec, soit des solopreneurs, des entrepreneurs qui veulent lancer des business et qui sont donc en recherche du product market fit. Merci d'avoir introduit, cette notion qui est hyper importante en effet, Benoît. Donc, on essaie de trouver les bons leviers de croissance pour atteindre ce product market fit avec mes clients. Et quand ils ont besoin de passer à un niveau, si tu veux, d'accélération très important, c'est-à-dire qu'ils savent comment le faire, faut juste passer la cinquième, pour le coup, on passe de 1 à 5. À ce moment-là, en général, ils passent avec des agences, notamment comme celle de Benoît et notamment avec WeBloom aussi. Donc, comment on fait, comment on s'y met, ça dépend un peu de où vous en êtes. Est-ce que vous êtes en recherche d'un product market fit? Est-ce que vous savez comment vendre et vous savez exactement quelle est votre bonne proposition de valeur? Et dans ce cas-là, l'idée, c'est plutôt d'accélérer ce que vous avez déjà et d'améliorer des petites choses pour aller chercher des petits niveaux de conversion toujours qui sont nécessaires, hein, mais qui sont des plus petits niveaux. Ça dépend de pas mal de choses en fait. C'est une Alors réponse là, qui n'est pas une réponse. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, donc ça veut dire que là, clairement, tu passes la patate chaude à Benoît pour qu'il rentre un peu plus dans le détail. On va écouter Benoît sur le sujet. Bah, disons que le rôle du growth, alors déjà, faut savoir qui pratique le growth. C'est-à-dire que pré-product market fit, pour moi, il y a deux options. Soit ça peut être fait par quelqu'un, en général, ça va faire par un growth en tant que tel. Dans ces cas-là, pour moi, le plus applicable, ça va être dans le cas d'un produit tech, d'une startup ou quoi, qui cherche à créer soit sa propre catégorie, soit cherche à se positionner avec un usage qui diverge de ce qui est déjà proposé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail d'exploration à faire. Dans ces cas-là, le growth, en fait, il va apporter de la vélocité et de la méthodologie dans cette expérimentation qui est fondamentale pour justement échafauder ou trouver ce product market fit. Et là, en fait, ça va être un travail principalement sur le produit en tant que tel. On va avoir une approche product principalement.
Là, l'objectif, ça va vraiment être de parler à ses utilisateurs, de générer du feedback, de classifier, de le trier, de comprendre les enjeux, de comprendre la valeur qu'on apporte, tout simplement, et puis d'itérer en fait sur le produit. Et donc, ça va vraiment être un travail de collaboration étroite avec les équipes tech et ainsi de suite. Et là, la partie qu'on attribue principalement au growth aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire l'acquisition, ce travail de distribution, en fait, va être vraiment à la marge parce que l'objectif, ça va être juste de générer suffisamment de flux au sein du produit pour avoir des retours statistiquement viables, en fait. Et, euh, donc ça peut être c'est un travail qui peut être fait par un growth ou les fondateurs. Et par exemple, dans le cas d'une agence, d'un business, enfin, d'une agence ou dans le cas d'un business plus classique, en fait, c'est vraiment une méthodologie que je recommande à l'usage des fondateurs plutôt, parce que tout simplement, il y a toujours un enjeu de cash flow, etc. Et par contre, dans un second temps, pour moi, le growth, il va vraiment, encore une fois, ça va dépendre de la typologie de business, mais là, le rôle du growth, vu que ça va s'imprimer dans une logique d'accélération, de scale, l'objectif, ça va être d'augmenter les flux et de l'augmenter bien. Donc forcément, ça va aller de pair avec une augmentation de la distribution, mais une augmentation de la distribution, donc du nombre de leads générés, etc., qui va être, et de nouveaux utilisateurs, qui doit être intelligente, cohérente, justement de par ce framework R, pour faire en sorte qu'on remplisse pas un panier percé, avec voilà, qu'on rentre pas, fasse pas rentrer de nouveaux clients, nouveaux utilisateurs dans un produit pourri, avec une mauvaise rétention et ainsi de suite. Donc il y a vraiment tout ce travail de découverte du marché. Enfin, je vais un petit peu me répéter, mais c'est vraiment ça. Et donc en fait, ce rôle-là, le rôle du growth post-product market fit, encore une fois, il n'y a pas en général pas de réelle temporalité selon moi, mais post-product market fit en tout cas suffisant, ça va être de vraiment faire cohabiter cet enjeu-là de distribution, donc de flux, où il faut qu'il y ait de plus en plus de clients, tout simplement, et les enjeux et les enjeux de qualité produit, et ainsi de suite. Donc, en fait, ça va être de faire se rejoindre finalement les enjeux de croissance de la boîte et les enjeux du marché qui sont de résoudre leurs problèmes de la façon la plus satisfaisante et la plus intéressante, rentable possible, quoi. Moi, c'est plutôt comme ça que j'ai tendance à le définir. Donc, en fait, il y aurait trois pans. Il y aurait la partie market, donc travailler soit sur le branding, soit sur le positionnement, soit sur la distribution, soit sur les trois. C'est trois pans, selon moi, du market, avec en toile de fond l'étude de marché, ce qui doit être continu pour comprendre un petit peu à qui on s'adresse. Travail sur le produit, sur l'offre, et ainsi de suite. Et ensuite, une brique, en général, Ops, va travailler, vu qu'on est chaud en général en automatisation, etc., travailler sur la mise en place de process pour faciliter le travail des autres membres de l'équipe. Ok, parfait. Donc là, on avance bien et en plus, on comprend quand même un élément qui est archi clé. C'est que là, au début, vous le disiez de manière un peu globale, c'est une vision d'ensemble, c'est holistique. Là, ce que tu réaffirmes, Benoît, c'est de dire attention, le growth, c'est pas juste générer du lead à l'appel, mais c'est bien de trouver une forme de cohérence entre ce qu'on raconte sur de l'automation LinkedIn, des publicités Facebook, Google, des séquences de mails, une promesse sur un produit, l'appropriation qui est faite de ce produit par les utilisateurs et derrière la fidélité ainsi que le fait de faire du bouche à oreille. C'est très intéressant. Du coup, Clément, on va rentrer encore plus dans le concret parce que le but, c'est vraiment de démystifier, de déshabiller ce qu'il y a derrière. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de mission, et on va faire pareil d'ailleurs avec Camille et Benoît, un exemple de mission, parce que je pense que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, finalement, ils se disent, bon, moi, avec ma boîte, j'aimerais bien voir ce que je peux faire. Donc, par exemple, une entreprise qui est en train de tâter le terrain, qui se demande si son idée a un devenir, comment tu traites ce style de problématique avec des techniques dites de growth, et notamment ce que tu sais faire dans la galaxie Google? Avec plaisir, je me permets juste de revenir 1 minute maximum, sur ce que vient de dire, parce que je suis entièrement d'accord avec Camille et Benoît, et je pense qu'il faut vraiment citer dessus avant d'aller dans des exemples opérationnels. Il y a 2 moments grosses. Le premier, quand on va essayer de trouver ce qui fonctionne, que je maîtrise moins d'ailleurs, Camille est très, très forte dessus. Et le deuxième, où on l'a trouvé, ou en tout cas on semble l'avoir trouvé, parce qu'il y a des mouvements, ce fameux product market fit, où on a une vraie adéquation entre son produit et le besoin de son client à un moment donné. Et c'est là où on va essayer d'accélérer en utilisant des méthodes de growth. Le problème en faisant ça, c'est qu'on doit rester complémentaire avec les autres parties de l'entreprise, dont le branding.
dont le responsable marketing qui, lui, de son côté, est en train de créer une image de marque et travaille sur des leviers de long terme. Et ce que je peux voir avec certains de mes clients que j'accompagne, les startups en forte croissance, c'est aucune cohérence. Cohérence, c'est le mot que je voulais citer, tu l'as dit avant moi, Laurent, et c'est top, comme ça on fera de la répétition. La cohérence entre le growth hacking et les autres pans de l'entreprise au moment où on doit vraiment accélérer parce qu'on a trouvé cette équation entre produit et marché, elle est extrêmement importante. Je la vois rarement en toute franchise. Ce qui est dommage parce qu'elle est finalement assez simple à réaliser, c'est purement augmenter la façon de le faire, ça serait purement d'augmenter le niveau d'information dans l'entreprise entre les différents services, d'éviter de siloiser les choses et d'avoir un responsable marketing et un responsable growth qui se parlent régulièrement. Donc, c'est des enjeux finalement de communication interne pour qu'on comprenne bien comment faire pour tester sur le court terme des leviers permettant d'accélérer très vite, tout en respectant l'image de marque qu'on est en train de créer autour de l'entreprise ou qui existe déjà si on est sur une PME qui souhaite doubler sa croissance. Et ça, la cohérence est vraiment important entre ces différents leviers. Pour répondre un peu plus précisément à ta question, je vais prendre un exemple concret, par exemple sur le référencement naturel. Si on devait appliquer des méthodologies grosses sur le référencement, être premier sur Google, on ne va pas forcément penser ça sous une temporalité de 2 ans et essayer d'appliquer des règles qu'on aurait lues sur un blog un peu générique qui ne fonctionne que dans la théorie finalement, que sur un marché imaginaire théorique. On va plutôt aller travailler sur un petit ensemble de mots-clés, les tester, regarder ce qui fonctionne pour cela, et au moment où on va avoir une évolution des positions, prendre de l'enseignement, comprendre quelle est la bonne recette. Est-ce que c'est mettre plus de contenu, plus de backlinks, avoir un site qui a telle ou telle technologie, finalement créer sa propre recette en goûtant soi-même sur une toute petite liste de mots-clés, et ensuite seulement accélérer, mettre des budgets conséquents en appliquant ce qu'on vient de comprendre. Et ça permet en 3-6 mois de tester, comprendre, trouver la bonne recette correspondant à son marché. Le référencement naturel, en réalité, c'est des choses qui sont très mouvantes. Ça n'existe que pour votre marché à vous, entre le B2C, le B2B, les marchés de niche, les marchés ouverts. C'est pas du tout pareil. Et c'est ça qui va fonctionner. Ne pas appliquer des règles génériques qu'on va trouver sur Internet ou dans des formations, par exemple. Très clair. Pour compléter ça, donc, parce que là, ce que tu nous as dit schématiquement, c'est on peut tâter le terrain, monter en puissance. Camille, j'aimerais bien aussi que tu nous partages vraiment des exemples. J'ai vraiment envie que les gens qui nous voient aujourd'hui, ils se disent, tiens, ok, je pourrais faire ci ou ça, ou je comprends ce qui va comme action concrète ou comme type d'outil derrière. Donc toi qui as vu passer quand même pas mal de clients dans des environnements très différents, est-ce que tu peux nous raconter un cas où clairement le fait d'utiliser des méthodologies growth, ça a changé la donne pour une entreprise? Oui, alors je vais vous parler d'une créatrice de podcast qui est ce qu'on appelle aujourd'hui une solopreneuse. Les solopreneurs, c'est ce qu'on définit comme des entrepreneurs qui entreprennent alors souvent seuls, mais en fait souvent vous voyez pas qu'il y a d'autres gens derrière aussi dont ils ne parlent pas. Et en tout cas qui portent tout un business avec plusieurs types de produits autour d'un produit central. Donc cette entrepreneuse a d'abord un podcast, ensuite une newsletter. Elle a tout un tas de formations pour son audience de base de podcast et elle a tout un tas de produits autour de ça. Donc elle a toute une galaxie, si vous voulez, de produits. Ça, c'est pour vous poser un petit peu le contexte. Elle est venue me chercher à un moment où elle bloquait un petit peu. Elle avait trouvé son product market fit, c'est-à-dire que globalement, ses formations plaisaient. Le reste de ses produits était à ce moment-là gratuit, on va dire. Hein. Le podcast, elle ne se rémunérait pas dessus, il n'y avait pas de sponsoring, etc. Et la newsletter non plus. Et donc son vrai produit, au final, c'était la formation. Et elle me dit voilà, la formation plaît, j'ai des retours extraordinaires dessus. Par contre, je galère en fait à signer les deals, c'est-à-dire qu'il faut que je cours après les gens, les phases de commercialisation sont hyper pénibles, c'est vraiment, ça devient compliqué. Non pas que le produit final plaise. Et donc en fait, ce qu'on a fait à ce moment-là, puisqu'on sait qu'il y a un product market fit théorique,
Nous, on a travaillé sur toute une montée en gamme, en fait, où on a utilisé ces différentes audiences pour créer des listes de leads hyper qualifiés et les faire monter en qualification. Alors, je dis me faire monter en qualification, mais en fait, quand on parle du funnel art, on les fait descendre dans le funnel art. Donc, c'est un petit peu inverse. Mais en fait, on leur donne tellement envie du produit et on les rend tellement fans du produit, si vous voulez, que au bout de quelques mois de travail, on a réussi à vendre sa formation en 48 heures et à générer 100 000 euros de chiffre d'affaires en 48 heures, ce qui était totalement impensable quelques mois auparavant. Donc là, il y a eu un gros travail autour du contenu, du séquençage, des séquences d'emailing et en fait de l'affinage pour arriver à un momentum où quand elle dit OK, les portes sont ouvertes, les gens se battent pour pouvoir avoir accès à sa formation. Et à quel point vous avez dû itérer pour arriver à ce niveau de cohérence, de fit? Pas mal, pas mal. Donc elle vend par vague de promotion en fait. La formation n'est pas accessible tout le temps. Et on a atteint ce niveau-là à la troisième. Donc en fait, D'accord. quand j'ai commencé à travailler avec elle, elle en lançait une dans les quelques semaines. Donc bon, là c'était mort. Il y en a eu une deuxième où ça s'est amélioré. Et la troisième, là on a vu des résultats vraiment incroyables. Et donc, ça nous a mis 6-8 mois pour arriver à faire monter en gamme comme ça et en fait faire descendre les gens dans son tunnel pour les rendre complètement accros en fait à son produit et voilà. Et ça a demandé du travail sur si on veut sortir des petits mots, des lead magnets, du travail autour du CRM puisqu'il a fallu qualifier, il a fallu segmenter, etc. pour envoyer aux bonnes personnes au bon moment le bon contenu dont ils avaient besoin, créer du lien. Et ça, c'était un travail assez complet. Mais on peut arriver du coup à je galère pour rappeler les gens et tout ça, c'est chiant, machin, ça me prend du temps, c'est pénible. Et puis en fait, on lance par mail et on dit maintenant c'est dans 48 heures, enfin c'est maintenant que vous achetez et après c'est fini. Et 48 heures plus tard, on avait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et est-ce que, on continue vite fait là-dessus, est-ce que ça a fait évoluer sensiblement le positionnement des contenus et ou de la boîte, ou vous avez juste touché aux éléments de langage? Non, on n'a rien touché du tout. Son produit market fit était déjà là, son produit était déjà très bien, il était déjà hyper Ok, apprécié. C'est juste que du coup, les séquences n'étaient pas en place en fait et les gens pigeaient pas trop au moment où ça se lançait. Enfin, il y avait ok. tout un tas de Bon, trucs, donc si on tu a veux, qui n'étaient pas en clarifié, quoi. place là-dessus. Ok, Exactement, tout un tas de clarifications et aussi euh, vraiment, comment dire, envisionner le podcast comme un premier élément qui fait ensuite descendre sur la newsletter, qui fait ensuite descendre sur la formation, réfléchir son business et son business model mhm, de façon à ce que tous les produits s'envoient les uns vers les autres et nous permettent de qualifier au fur et à mesure les gens et faire monter en gamme. ok. Et petite question rapide pour toi sur ce sujet, après on va basculer sur Benoît qui va nous raconter aussi, puisqu'on voudra en savoir plus sur du pré-product market fit aussi. On a Carole dans le chat qui nous demande pour toi, Camille, c'était quoi le budget ads pour ce lancement? Alors, on n'a quasiment pas fait d'ads. Voilà, c'est ce que tu Pour disais, ça, c'était quasiment que du mailing, des là, séquences. c'était un travail qui n'a pas forcément fait appel aux ads. Moi, j'ai pas de crèmerie en fait. Je peux faire de l'ads comme je peux ne pas faire de l'ads. Je peux faire Ok. juste de l'emailing. Ça dépend Donc là, c'était vraiment entre guillemets en fait que du du besoin. temps. Ok, ça Là, il y marche. avait du Et temps stratégique et du temps copywriting notamment. bon, donc ça, c'est une bonne chose pour nos spectateurs de savoir que parfois, il n'y a pas forcément besoin de payer pour être vu quand même. Benoît, là-dessus, alors je parle de pré-product market fit, je sais que vous faites bien d'autres choses aussi, mais est-ce que toi, tu as aussi des exemples de comment le growth a justement pu initier un pivot? Parce qu'à force de chercher à vendre un truc qui se vend pas, on finit par se dire, bah tiens, peut-être que c'est pas le bon modèle. Est-ce que tu as des exemples à nous donner dans ce domaine? Waouh! Là, qui me vient là tout de suite, non.
Ok. En fait, pour moi là, c'est plus un travail, tu vois, ces notions de pivot, etc., c'est plus un travail entrepreneurial qu'autre chose. C'est-à-dire que pour moi, le growth, après Product Market Fit, pour moi, le growth va venir rajouter un petit peu de méthodologie à une démarche qui est très entrepreneuriale, mais ça reste quelque chose de très entrepreneurial, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, bah, faut juste construire un produit, une offre que les gens veulent. Et tant que ça marche pas, et tant qu'ils achètent pas, et tant qu'ils sont pas contents, et ben tu continues de travailler dessus. Mais ça, c'est un rôle d'entrepreneur plus qu'autre chose. Et après, le growth peut Ok. venir rajouter encore une fois du corps marketing, du corps produit, du corps méthodologique à ça. Mais en fait, pour moi, le rôle du growth euh, pré-product market fit, c'est vraiment principalement de générer juste ce qu'il faut de flux. En fait, c'est très chiant pré-product market fit, le growth, quoi. Il n'y a rien de spectaculaire en général parce que c'est générer juste ce qu'il faut d'utilisateurs, de clients dans un flux continu pour faire en sorte d'avoir des gens pour le tester, etc. Et puis c'est passer ces journées au téléphone, ces journées en visio, maintenant en visio, pour discuter avec ses utilisateurs, faire de la recherche utilisateur, récolter du feedback, observer ce que les gens font sur le produit et bosser dessus. Et donc en fait, les growth qui sont dans des boîtes early stage comme ça après product market fit, en fait, ceux passent leur temps, passent 90% de leur temps à bosser sur le produit et 10% de leur temps à jouer. On n'est même pas dans une logique de go-to-market en fait à ce stade. C'est juste trouver un canal qui nous permet de générer juste ce qu'il faut de sign-up, de clients pour en avoir assez. C'est tout. Et donc en fait là, il n'y a rien de vraiment spectaculaire. Et en fait, bah, c'est juste à un moment donné, avec ton founder, tu prends acte d'un product market fit ou pas. Et puis si on n'a pas, bah, là, tu te poses la question de OK, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et en Et, euh, post-product market fit, tu as des cas, t'as un ouais, ou des cas qui te rendent particulièrement fier et qui montrent bien justement la puissance de ces méthodes et de comment ça change la donne pour les fondateurs? carrément. Ouais, carrément. Bah écoute, aujourd'hui, nous, on a un mode chez Skelesia où on fait pas pour, on fait avec. Donc, on a inversé ce modèle agence où c'est le client qui fait et nous, on fait rien. C'est-à-dire que nous, on transmet les compétences parce qu'on considère qu'une boîte, c'est la somme de ses compétences, la moyenne de ses talents. Et donc, on préfère résoudre le problème à la racine, partir du principe qu'une boîte qui a des difficultés, c'est une boîte qui manque de compétences. Et donc, on lui transmet ses compétences pour qu'ensuite, elle puisse avancer. Tout ça avec le bon contexte, le bon cadre. Et donc, en fait, à l'époque, aujourd'hui, c'est plus moi qui délivre ça, mais à l'époque, forcément, on l'a testé en alpha avec mon cofondateur Christian, et donc c'est nous qui le faisions. Et en fait, donc j'avais un client avec qui on bosse toujours aujourd'hui, vous allez voir pourquoi, euh, qui était sur un marché, dans une industrie sur lequel je connais rien du tout, c'est-à-dire qui vendait des douches à l'italienne et de la robinetterie premium. Donc on est sur un produit hardware, une boîte d'une trentaine de personnes, mais qui avait une implantation plutôt cool, mais qui voulait accélérer et qui était dans une logique à ce moment-là d'accélération de son go-to-market et qui cherchait en fait à ne plus dépendre de distributeurs externes qui lui faisaient exploser ses marges, enfin qui diminuaient ses marges forcément. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que j'ai juste appliqué un framework growth très très simple, c'est-à-dire un audit, un état des lieux de ce qui se passait de leur côté, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Bon, bah, ils faisaient un peu de cold email, ils avaient testé un peu d'ads, ils testaient un petit peu de social selling, etc. À qui ils s'adressent? Bon, bah, ils s'adressaient à telle audience, telle audience, telle audience. OK. Et ensuite, on est allé rentrer dans la granularité de chaque, euh, de chaque levier pour se poser la question de quels sont les points d'optimisation et lequel est le plus intéressant. Parce que l'objectif, c'est de prioriser. Pour ça, il y a un framework qui est ultra intéressant, qui est très puissant, c'est le ICE, ICE de Sean Ellis, justement, dans Hacking Growth. C'est ce qu'on a utilisé, c'est-à-dire on va déterminer l'impact potentiel d'un levier ou d'une hypothèse qu'on va aller tester, la confiance, donc le C, confidence, dans le fait que ça marche ou pas, à chaque fois sur 10, et ease, donc la facilité de mise en place. Et ça nous a permis d'identifier qu'à ce moment-là, l'axe intéressant, c'était de partir sur l'audience plombier, ok, sur du cold email. Pourquoi? Parce que le cold email, ils en avaient déjà fait un petit peu, mais j'ai vu dans leur taux
qu'il y avait énormément de choses à faire. Ils avaient un taux d'ouverture de l'ordre de 30%, ils avaient un taux de réponse qui était entre 1 et 5%. Donc, ils avaient déjà une brique élémentaire, mais il y avait énormément de choses à mettre en place. Il m'a pas cru quand je lui ai dit qu'on pouvait multiplier par 5 son taux de réponse minimum. Ça a été plus que ça au final, et qu'on pouvait multiplier par 3 son taux d'ouverture. Il m'a pas cru. On a passé 5 heures ensemble là-dessus. On a passé 5 heures ensemble là-dessus sur retravailler sa délivrabilité, retravailler son copywriting, affiner sa segmentation pour avoir une meilleure data, optimiser son séquençage, ce qui a fait que en 5 heures passées avec moi, on a vraiment passé 5 heures et c'est lui qui a tout fait. Moi, j'ai pas partagé mon écran. Ils ont fait plus 900 000 euros de CA cette année-là, et donc cette première année. Et en plus de ça, ils avaient les compétences nécessaires pour pouvoir aller scaler ça en interne, transmettre ça aux équipes, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est un exemple de quick win qu'on peut aller chercher avec le growth. Ok, donc là c'est vraiment hyper complémentaire ce que vous dites, Camille, Benoît, puisque on entend bien qu'il y a une notion de répétition, d'itération, il y a une notion de chercher de la cohérence entre tout ce qu'on raconte dans le funnel, il y a une notion d'optimisation des messages et d'expérimentation. Donc là, bon, on rabâche un peu, mais je crois que c'est important de bien placer les obsessions de ce qui fait le bon growth. Et il y a aussi une Clément, là-dessus. notion Ouais. il y a aussi une notion pour moi de, de vision stratégique et de priorisation. C'est-à-dire que le growth, c'est quelqu'un qui, forcément, on est dans une logique d'effet de levier. Donc l'objectif, pour moi, enfin, le bon growth, le bon pratiquant, en fait, c'est celui qui va réussir à identifier les quick wins, en fait, selon moi, et qui va échelonner ça dans le temps, de sorte à aller chercher, intelligemment, encore une fois, les choses les plus rémunératrices à aller chercher à l'instant T. Forcément, parce que l'objectif, c'est de créer du momentum, quoi. Et donc ça, c'est vraiment une notion qui est très importante chez nous, chez Scalesia. Alors, on ne fait pas que du growth, nous, mais qui est super importante, parce que forcément, l'objectif, on est toujours en tension au niveau cash. Donc l'objectif, c'est quand même d'aller chercher ce qui paye le plus vite possible. Et donc c'est un exemple que j'ai donné là. Parfait. Clément, tu voulais réagir? Et effectivement, j'aurais un autre exemple peut-être qui va prendre en compte une dimension technique du growth et ça fera une belle relation avec ce que vient de dire Benoît, sur lequel je suis entièrement raccord. C'est un exemple sur Google Ads, pur et dur, pour un client qui était déjà en croissance, mais qui voulait accélérer fortement son chiffre d'affaires sur un trimestre, donc une temporalité réduite, mais pas forcément beaucoup de temps pour trouver ce qui allait fonctionner, et qui avait un service dans le B2B d'aide aux propriétaires. C'était une belle offre qui marchait déjà bien. On a lancé une première session de Google Ads sur 2-3 semaines qui nous a montré que les taux de rebond sur la landing page, qui était finalement sa page d'accueil, puisqu'il n'a pas eu le temps d'en créer des nouvelles, étaient beaucoup trop élevés. Donc, premier enseignement rapide, on n'arrive pas à convaincre alors que l'offre est bonne et que les recherches sur Google correspondent exactement à ce qu'on propose, en étant en première position. Voilà, déjà, il y a un problème. Comment résoudre ce problème? Eh ben, tout bête, c'est une dimension du gros qu'on a cité ici et que je pense qu'il faut rappeler encore, l'étude de marché. On a appelé 100 clients, j'ai été avec lui, pam, 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 pour comprendre quelle était la problématique de sa page de vente et pourquoi ces clients existants étaient venus. Et assez rapidement, en 2 semaines, l'item qui est ressorti, c'était son ancrage, la possibilité d'avoir un ancrage local. Que dans son offre, on pouvait travailler spécifiquement sur une ville en question. Et cette notion d'ancrage local n'était jamais affichée sur ces pages de vente. Donc on s'est demandé comment faire pour, euh, pour créer 32 000 pages villes, parce qu'il y a environ 32 000 villes en France, pour que chaque internaute, chaque personne qui fasse cette recherche arrive sur une page avec le nom de sa ville à côté, le service de mon client et un petit bouton d'action. Évidemment, à la main, c'est impossible. Mettre en place dans Google Ads, c'est impossible aussi. Donc on s'est un peu trituré le cerveau et via la technique, on a trouvé un moyen pour insérer dynamiquement le nom de la ville ou de la région dans laquelle l'internaute qui fait la recherche est situé. Via l'IP, via quelques quick techniques, ça nous a permis avec une seule landing page d'en générer 32 000 dynamiquement et de relancer les campagnes qui en un mois ont voilà, tout explosé en termes de conversion. On a fait plus 15 points sur le taux de conversion, donc sur un budget de 5-10 000, ça lui a permis de dépasser ses objectifs de croissance sur le trimestre. C'est un mélange de market research, c'est-à-dire qu'on est parti parler aux clients à la base, et ensuite de mise en place technique pour essayer de répondre le plus finement possible aux besoins sans passer trop de temps dans la création de pages de vente.
Et d'ailleurs, Clément, comme je sais que tu es le spécialiste, aussi de l'achat publicitaire, est-ce que tu peux, nous dire un mot sur, le pilotage du retour, sur un investissement, sur les dépenses publicitaires? À quel point, c'est une boussole ou pas, des missions que vous menez pour vos clients, dans un esprit growth? Alors aujourd'hui, ça l'est plus vraiment, en toute franchise, pour, 2 raisons. La première, c'est que la RGPD plus le Applegate, a fait en sorte qu'on n'est plus du tout en capacité ou très peu en capacité de suivre les performances d'une campagne publicitaire. Une grosse partie de l'information va être cachée aux régies ou alors refusée par l'internaute quand il arrive sur le site via les bandes de cookies. Ça, c'est un peu embêtant et en plus de ça, les parcours d'achat B2B ou B2C sont en train de se fractionner. On le sait tous, c'est un mouvement qui est apparu il y a quelques années et qui là explose. Un internaute en moyenne, il va faire entre 5 et 10 points de contact sur un site internet avant de, avant de contractualiser, avant d'acheter. Ça veut dire qu'il va vous voir sur une pub, cliquer sur la pub, revenir en SEO, il fera peut-être un benchmark pour aller voir ce que font les concurrents. Si on a réussi à récupérer notre adresse email, il va vous revoir lors d'un email de relance ou de welcome. Il reviendra peut-être en cliquant une 4e fois sur une publicité, annexe ou sur un partenaire sur votre site pour contractualiser. Donc là-dedans, la publicité, si on la prend à last click, en dernier clic, elle a que peu d'intérêt, on ne peut pas la mesurer. Si on arrive à avoir une vision d'attribution, à comprendre à quel moment elle intervient, elle devient beaucoup plus, rentable. Ça sous-entend qu'on ne peut pas juste regarder dans les régies publicitaires, heu, ce qui s'est passé sur une semaine, mais qu'il faut utiliser de nouveaux outils, par exemple Google Analytics 4 et autres, pour comprendre, quel est l'impact sur le chiffre d'affaires global d'une publicité quand elle arrive au début du parcours, pour faire connaître la marque, par exemple. Donc ça complexifie pas mal les choses et je passe beaucoup de temps à expliquer à mes clients qu'il faut faire extrêmement attention dans l'analyse de ces performances publicitaires sur le court terme, parce que le monde a changé et 1 € investi ne correspond pas forcément à 2 € gagnés le lendemain. Ça va nourrir toute une machine d'acquisition. Il faut savoir la traquer, cette machine, avec des nouveaux outils. Camille, je sais que tu es aussi, très sensible, aux questions de sens. Donc ma question est simple: dans un monde où, la RGPD prend, bah, une place, importante pour protéger les données, personnelles des clients, dans un monde où iOS, a coupé, les vannes, de la captation de data aux grands acteurs, qui sont basés là-dessus, sachant qu'on a dit tout à l'heure que, bah, ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré. Comment on fait quand on fait une discipline qui est basée sur de la data, pour quand même rester pertinent sans utiliser des méthodes, trop intrusives ou pas appuyer justement sur de la data ultra qualifiée? Je crois qu'on ne t'entend pas, mais c'est peut-être en régie? Oups Vas-y, là. dis-nous Non, non, dis-nous non, voilà, mais parfait. c'est bon. Normalement, vous m'entendez. Je sais pas pourquoi j'ai OK, été mute. parfait. Pas de souci. Je disais, on essaye de faire sens de ce qu'on peut capter encore, et surtout, on essaye de, comment dire, acquérir la data par soi-même. C'est-à-dire, l'idée, c'est de convertir les gens dans des newsletters, par exemple, dans des produits avec des lead magnets, faire télécharger des choses, s'inscrire à des webinaires, etc. Et l'idée, c'est d'être propriétaire vous-même, c'est ce qu'on appelle la first party data, être propriétaire vous-même des data de vos différents leads pour ensuite les qualifier jusqu'à un certain point qui va les mener à l'achat. Et moi, du coup, je travaille surtout avec le B2B. Je fais pas de B2C, ce qui est, il me semble que vous faites, les gars, beaucoup plus de B2C que moi. Et en B2B, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau et qu'on fait déjà beaucoup. C'est du coup, voilà, utiliser tout un tas de mécanismes et notamment je te donne quelque chose, mais en échange, tu me donnes ton mail, tu me donnes ton numéro de contact, tu me donnes ton téléphone, etc. Donc on échange pour pouvoir récupérer en fait des données nous-mêmes et être propriétaire de ces données-là, pour pouvoir ensuite recroiser au maximum
toutes les informations qu'on a de ces différentes datas. Et c'est ce qu'on appelle en fait le lead scoring, c'est-à-dire on va agréger autour d'une donnée de contact toutes les infos qu'on peut avoir autour de ce lead, que ce soit tiens, par exemple, je vois que c'est un @nomd'entreprise.com, donc je sais que c'est une PME, donc je sais qu'ils sont, je sais pas, en France par exemple, tiens, non, c'est un .fr, je sais qu'ils sont en France. Tiens, je vois que il y a plusieurs @entreprise.fr qui sont venus sur mon site ces dernières semaines. Du coup, je commence à me dire qu'il y a peut-être une histoire de benchmarking. Je vois qu'il y en a un dans le tas qui a téléchargé un lead magnet il y a quelque temps. Donc en fait, l'idée, c'est voilà, c'est d'agréger toutes ces données et dans cette optique-là, travailler sur un lead scoring en utilisant un CRM assez puissant, c'est en général hyper crucial. Mais toujours en respectant la RGPD. Toujours en respectant la RGPD, c'est vrai que non, mais ça peut faire sourire le protéger sortez couvert de la data, mais il est quand même archi clé puisque de toute façon, c'est un enjeu d'image. Bien sûr. Benoît, là-dessus, toi, tu as des compléments sur le comment faire du «bon marketing» entre guillemets dans un monde, qui voit rétrécir les opportunités de tracking et où les Ouais. utilisateurs deviennent de plus en plus, prudents sur leur data? Moi, alors je vais faire hurler beaucoup de monde, mais je suis un partisan de traquer, de pas traquer en fait, le moins de trucs possible en fait. Pour moi moins enfin, justement pour moi il y a que quelques points clés qu'il faut mesurer. Et pour moi, on rentre dans une ère où justement euh, où justement en fait le tracking a tendance à desservir la mission première d'une boîte, c'est-à-dire juste un moment et de dévier en fait la mission première d'une boîte, c'est-à-dire pas forcément générer de la data et générer de la micro-performance, mais générer de la macro-performance, c'est-à-dire faire un putain de produit que les gens bien différenciés, dont que les gens rêvent d'avoir, qui recommandent, etc. Je prends un exemple alors qui est extrême, mais un exemple qui est extrême, qui est bien représentatif de ça, c'est Ahrefs, par exemple, qui traque rien d'autre, qui ne traque rien du tout, qui a zéro cookie, qui a zéro pixel sur son site, qui a dépassé les 100 millions d'ARR. Donc en fait, pour moi, c'est un extrême. Forcément, ça va pas être applicable partout, mais ça, pour moi, j'ai envie en tout cas de croire que c'est un précurseur d'une tendance qui va plutôt revenir aux bases de ce qui fait, une belle boîte, une grosse boîte, c'est-à-dire une offre, une super offre, un super produit, un marché super bien servi, super bien compris, et surtout un travail sur les relations plus que les transactions. C'est-à-dire que voilà. Pour moi, il y a un vrai avantage compétitif à faire ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la recherche utilisateur à balle en fait, et tout le temps entretenir ses relations avec son audience, ses prospects, ses clients et ainsi de suite. Et, euh, et après, forcément, nous aujourd'hui, on continue d'en faire. Donc s'il y a un petit hack par exemple qui fonctionne très très bien aujourd'hui, qui est un peu, qui est pas forcément border au niveau RGPD, mais justement, Camille tout à l'heure parlait des lead magnets. Parler de, de lead magnet, ça marche toujours très très bien aujourd'hui. Mais plus le temps passe, plus nous, chez Skezia, par exemple, on va vers un modèle ungated où on fait de moins en moins de lead magnet. Mais à l'époque où on en faisait, et ça marche toujours très très bien, ça, ce que je vous recommande, vous constituez une base statistiquement viable de quelques milliers de personnes. Euh, donc avec adresse email, hein. Vous prenez ces adresses mail, vous le mettez ça dans la régie de votre choix, donc Facebook ou ce que vous voulez. Vous faites des audiences similaires à 1%, donc qui vont ressembler. Donc en gros, ça va vous chercher des utilisateurs qui ressemblent très fortement à cette audience-là, lead magnet, qui s'est inscrite spontanément à votre base mail. Et ensuite, vous lancez des campagnes des campagnes de pub sur cette audience-là, similaire à 1%, sur la base de la même proposition de valeur avec le même copywriting qui a fait venir à la base vos utilisateurs, enfin les gens dans votre base mail. Et en fait, ça, on a fait le test de notre côté. Ça nous a pris une demi-journée de mise en place et on s'est retrouvé avec des leads, des inscriptions à 83 centimes. Et donc c'était incroyable, ça scalait de fou et tout. Et donc ça, c'est le genre, voilà, un petit hack, une petite stratégie que je vous donne qui fonctionne extrêmement bien et qui est encore RGPD aujourd'hui. Mais plus le temps passe, plus on va vers un modèle full inbound en fait, où là l'objectif ça va être plutôt de
d'apporter un maximum de valeur et encore une fois, de miser sur de la relation plutôt que de la transaction. Très clair. Et donc, miser sur de la relation plutôt que de la transaction, je pense ce sera notre mot de la fin, puisque vous l'avez compris, c'est un sujet sans fin, mais malheureusement, cette conférence en a une. Donc, on va devoir se quitter là-dessus. Je me suis permis de rajouter dans le chat les LinkedIn de nos 3 participants. Alors, je crois que Benoît a une petite particularité, c'est que vous pourrez que le suivre parce qu'il a déjà explosé son nombre de relations possibles. En tout cas, je vous rappelle donc Camille Coco, Benoît Dubo et Clément Bourdon qui étaient là avec nous. Merci beaucoup pour ce super témoignage. On se quitte pas puisqu'aujourd'hui, la journée continue avec des conférences dont vous pourrez retrouver le programme sur growthconnect.com. Merci également à Alex qui est en coulisses, qui s'occupe de la régie, qui nous a assuré du coup cette fluidité de réalisation. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci.